Coucou les Vagéniales, j'espère que vous allez bien. Coucou. Bon alors ce soir, on a une super invitée avec Mégane Bronsart qui va nous parler d'endométriose. Donc c'est vraiment un sujet qui touche particulièrement Jasmine et aussi d'autres femmes. Et c'était vraiment l'occasion de donner la parole à Mégane pour nous expliquer son parcours de vie, pour nous expliquer son chemin et la manière dont la manière dont elle a pu transcender cela. Donc on va tout. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Nicolas. Ah, J'adore. bonsoir Mégane. Bonsoir Mégane. On est ravis, c'est ce qu'on disait, on est ravis de t'avoir Oui, ce soir merci. en live. Un grand merci. Merci à vous de m'accueillir. Avec grand plaisir. Ouais. Et puis voilà, on veut vraiment donner la parole à toucher toucher le plus grand nombre de femmes et libérer la parole sur des sujets sur lesquels ils sont trop peu tus dans notre société, et notamment sur l'endométriose. Et donc, on va te laisser te présenter. Oui, dans un premier temps. Qui es-tu, Mégane? Ça marche. Eh ben, bonsoir tout le monde déjà. Alors je me présente, je m'appelle Mégane et j'ai créé Eunoia, mon auto-entreprise, notamment pour accompagner les personnes qui viennent me rencontrer en écologie de l'intime, comme j'aime à l'appeler. Donc en fait, j'accompagne les personnes vers une forme d'autonomie gynécologique. Donc c'est vers la compréhension en fait de nos écosystèmes intimes, mais pas que, aussi toute notre vie organique, structurelle. Donc c'est vraiment d'un point de vue holistique. Donc, je prends à la fois l'aspect physique, mais aussi émotionnel, psychique et énergétique. Et on essaie d'observer comment est-ce que ces différentes sphères interagissent les unes avec les autres, simplement pour installer des rituels préventifs dans le temps, mais aussi rétablir son bien-être quand on a un déséquilibre qui est installé, comprendre pourquoi ce déséquilibre est là et comment effectivement on peut le transcender dans le temps. C'est quelque chose que tu as appris sur toi-même. Par quel moyen tu as appris ça? Avec l'endométriose? Oui. Alors, avant ça, en fait, moi, il y a 6 ans, j'ai commencé une contraception naturelle. Donc, ça a été un peu tout un parcours de redécouverte en fait, de ma cyclicité, puisque j'ai arrêté de prendre la pilule. Donc, j'ai pris la pilule assez jeune. Je crois que ma toute première prise de pilule, c'était à 14 ans. Après, ça a été on and off pendant un certain nombre d'années. Et du coup, j'ai arrêté de la prendre à 19 ans. Et ça a été voilà, une redécouverte complètement de ma vie hormonale et de mes déséquilibres potentiels aussi qui allaient se manifester. Et donc, en fait, pendant ces du coup, 5 ans, parce que là, ça fait 6 ans maintenant, et du coup, ça fait 1 an que j'ai été diagnostiquée de l'endométriose. Et pendant 5 ans, j'avais encore donc des douleurs menstruelles, j'avais voilà, ce genre de problématique-là, mais ce n'était pas non plus extrême au niveau douloureux. Comme ça peut l'être chez certaines autres personnes. Et en fait, j'ai appris pendant ces années, justement, moi, à m'autonomiser, on va dire, pour favoriser une bonne circulation sanguine, une bonne circulation des fluides dans mon bassin. Donc, enfin, voilà, j'avais, on va dire, des connaissances qui me permettaient de taire un petit peu ces mots. Ce qui m'a pas forcément mis la puce à l'oreille au niveau de l'endométriose, puisque comme j'arrivais à gérer plus ou moins mes symptômes, je me suis dit, bon, ça doit pas être de l'endométriose, ça doit être simplement un déséquilibre hormonal ou autre qui est installé chez moi, que ce soit émotionnel, transgénérationnel, ce qu'on va un petit peu aborder aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'avais observé chez moi. Et en fait, le diagnostic de l'endométriose est arrivé après une crise, là pour le coup, très douloureuse, puisque j'ai eu une rupture de kystes ovariens. Donc là, ça a été douleur atroce. J'ai été en urgence à l'hôpital. On m'a donné une piqûre parce que je vomissais de douleur, tellement c'était intense. Et du coup, à ce moment-là, on a pu poser le diagnostic. Donc ça a été une période assez particulière, du coup, parce que remise en question de tout, en fait, de tout ce que je pensais savoir, de tout ce que toutes les croyances, en fait, que j'avais un petit peu mis en place par rapport à mon corps. Et la connaissance. Que tu avais écarté, du coup. Ouais, exactement. Et ce que j'avais écarté. Donc, c'est vrai que, en fait, j'ai pu, grâce à cette contraception naturelle, moi, me reconnecter pleinement à mes cycles, vraiment à cette conscience, en fait, corporelle. Mais avoir ce diagnostic posé, avoir un mot sur l'endométriose, ça m'a permis d'avoir plus d'honnêteté envers moi-même
Et souvent, comme on dit, les cordonniers sont les moins bien chaussés, hein. Donc souvent, quand on accompagne aussi, on a tendance, heureusement, parfois à se mettre un petit peu de côté. Et ça m'a appris justement à prendre le temps de me poser avec moi-même et voilà, de simplement de me poser la question de où est-ce que j'en étais véritablement et où est-ce que j'avais envie d'aller à partir de là. Et toi, tu pourrais nous dire un petit peu, enfin, je ne sais pas si, comme on avait parlé en pré-interview au téléphone, c'est très difficile en fait de dire combien de femmes sont touchées, comment est-ce que le diagnostic, etc. Est-ce que toi, tu penses que le diagnostic qui a été posé était tardif ou est-ce qu'il y aurait eu un autre moyen, tu vois, même parce que toi, tu étais déjà à l'écoute de ton corps, tu étais déjà Oui. dans à l'écoute de ton corps, c'est ça, dans une démarche. Tout à fait. Alors, je considère que le diagnostic a été tardif, oui et non. En fait, je pense que je pourrais dire oui, parce que j'ai quand même été diagnostiquée à 24 ans. Donc, on peut dire que c'est tôt, parce que c'est vrai que le nombre d'errances médicales par rapport à l'endométriose est assez important. Et très souvent, on est diagnostiqué plutôt vers la trentaine qu'avant. Mais donc, en soi, je pourrais dire oui, j'ai été diagnostiquée plutôt, assez tôt. Et au final, quand je fais une rétrospective un peu de mon histoire, ma maman, en fait, est atteinte d'endométriose également. Et le fait que aujourd'hui, avec les études qui sont un peu plus poussées et qu'on commence vraiment à explorer la piste génétique, on n'ait pas en fait observé ça déjà en supposant en fait que mon terrain était un terrain propice à l'endométriose. Pour moi, c'est un problème en fait. Je pense qu'effectivement, ça aurait pu être fait et ça aurait pu être suivi par le personnel médical qui était en charge de mon suivi gynécologique. Et ça n'a pas été fait. Et c'est vrai que j'ai eu une expérience, par exemple, il y a 3-4 ans, je crois, lors d'une conférence avec une gynécologue obstétricienne qui faisait en fait une sorte de cours de SVT un petit peu simplifié, en gros, pour expliquer le cycle. Et lors des questions-réponses, j'ai levé la main et je lui ai demandé, je lui ai dit, écoutez, moi j'ai une question quand même qui me tient, qui me tient à cœur. Ma maman est atteinte d'endométriose. Moi, j'ai des symptômes effectivement douloureux au moment du cycle, mais c'est pas non plus phénoménal. Donc je lui ai dit, est-ce que ça vaut le coup que j'aille essayer de poser un diagnostic, que j'aille quand même faire une IRM ou une échographie pour vérifier ce qui se passe, ou est-ce que pour vous, c'est pas la peine? Et à ce moment-là, elle m'a répondu, si vos douleurs sont pas très intenses, c'est pas la peine d'aller vous faire diagnostiquer. Au pire, ça vous pourrira plus la vie qu'autre chose. Donc, c'est une réponse qui m'a vraiment marquée parce que je la trouve vraiment limite. et que à l'époque, voilà, je me suis dit bon, oui, ça m'a choquée très clairement, mais je suis passée à autre chose. Et quand j'ai été diagnostiquée, du coup, je suis revenue sur cet épisode avec beaucoup de colère et en me disant, mais comment est-ce qu'on peut vraiment daigner en fait répondre ce genre de réponse-là quand on a la responsabilité, en fait, en tant que personnel médical, d'éclairer et d'aiguiller les personnes qui viennent nous voir ou qui nous posent des questions parfois juste par curiosité. Et voilà, j'ai trouvé que le taf n'était pas fait à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il y a une vraie problématique parce que l'endométriose, c'est une maladie chronique. Donc, c'est une maladie qui peut être évolutive dans le temps. Elle peut ne pas l'être aussi, mais la plupart du temps, elle l'est quand même. Et donc, on a en fait cette problématique qui, de par malheureusement les études qui sont pas assez nombreuses, en fait, hein, tout simplement autour de l'endométriose. Ouais, c'est vrai. On a en fait un peu cette méconnaissance de ce qu'est la maladie. Il y a pas mal de théories même qui ont été réfutées. Parce que de base, l'endométriose, en fait, on théorisait le fait que ce soit un reflux en fait des muqueuses à l'intérieur de l'utérus, donc du tissu utérin qui donc sortait de l'utérus et qui venait un petit peu se balader dans des écosystèmes soit proches, soit lointains, ce qu'on peut en retrouver même dans l'œil en fait de l'endométriose. Et en fait, ça a été complètement réfuté. Et aujourd'hui, on observe vraiment scientifiquement que en fait, l'endométriose, c'est du tissu endométriosique, mais c'est pas de la muqueuse utérine. C'est un tissu qui est similaire, mais c'est pas le même tissu. Donc du coup, ça effectivement, c'est un tissu qui va du coup se répandre un petit peu dans l'organisme. Dépendant des personnes, ça va aller dans différents écosystèmes. Et c'est un tissu qui va en fait réagir aux fluctuations hormonales. Donc, en fonction des fluctuations hormonales, ce tissu va saigner. Forcément, comme c'est un excédent de matière qui n'est pas censé être là dans le corps, ça saigne et donc ça crée du tissu cicatriciel. Et c'est ça qu'on appelle les adhérences. Et c'est ça qui fait mal, notamment
On l'observe beaucoup en endométriose dans certaines postures ou quand on fait certains gestes ou dans une activité sportive ou physique. On se rend compte que parfois, ça tire en fait, ça tire un peu dans le bas du ventre. Voilà, il y a plusieurs sensations comme ça. Donc c'est important, je pense, aujourd'hui, effectivement, de replacer le contexte de ce qu'est l'endométriose et d'avancer aussi. Et justement, t'es dans quelle région, toi? Parce que par exemple, nous, c'est vrai que sur le Havre, donc moi j'ai une endométriose aussi, j'ai été diagnostiquée à 28 ans, j'en ai 30, donc c'est vrai que c'est tardif. Pourtant, au Havre même, c'est très compliqué d'avoir des médecins qui vont reconnaître ça tout de suite. Il a fallu que j'ai une gynéco qui soit jeune, qui soit à jour dans tout. Alors, je ne remets pas en cause justement les plus anciennes parce qu'elles ont quand même leur bagage aussi, leur vécu. Mais c'est vrai que c'est le genre de maladie qui est peu décelée, pas suffisamment. Donc, nous, au Havre, c'est un peu compliqué, on m'a envoyé à Rouen. Donc, pour toi, par exemple, est-ce que ça a été facile de trouver quelqu'un ou pas dans le corps médical? Alors, moi, je suis à Paris, donc c'est vrai que pour le coup, il y a un petit peu... Oui, bon, oui. Donc, c'est vrai que pour le coup, il y a un peu plus de spécialistes à ce niveau-là. Mais tu as raison sur le fait que, en fait, et je pense que c'est intéressant que tu dises que c'est une gynécologue qui a un bagage plus récent, parce que, en fait, tout simplement, le personnel médical n'est pas formé à détecter effectivement l'endométriose. Et c'est tellement récent dans le fait de le mettre en lumière que effectivement maintenant les études l'incorporent dans tout le processus en fait d'apprentissage, mais c'était pas le cas avant. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on va appeler la maladie, on va l'appeler la maladie invisible, parce qu'il y a ce côté d'invisibilisation totale de ce qu'est la pathologie et de ce qu'elle représente aussi pour la vie des malades. Et donc, ouais, donc à Paris, moi, j'ai pu trouver des spécialistes aussi parce que j'imagine aussi par chance, de par ma profession, j'avais pas mal de monde qui a pu quand même m'aiguiller vers des praticiens de qualité bienveillants et vraiment ouverts. Enfin, voilà, dans le sens où c'est des personnes qui t'expliquent vraiment ce qu'ils observent sur les examens. Et c'est essentiel parce que bah, moi, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'un parcours holistique que j'ai choisi sur mon chemin de guérison. Mais on peut choisir un parcours allopathique et c'est tout aussi valable en fait. Chacun fait ce qui est juste pour lui. Et juste avant que tu nous en reparles de ton parcours, est-ce que déjà pour celles qui nous suivent là, les principaux symptômes, pardon, donc ce sont des douleurs pendant les menstruations. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que la question au final, c'est est-ce que c'est normal d'avoir mal pendant ces règles? Voilà, c'est déjà ça, si ça peut aider quelques-unes de dire bah oui, est-ce que je suis concernée, est-ce que je suis pas concernée, voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu Bien sûr. Alors non, ce n'est pas normal d'avoir mal. Déjà, c'est le premier point. Après, bien évidemment, il peut y avoir des inconforts, il peut y avoir des sensations pas forcément très agréables le premier jour. Voilà, il y a quand même un processus physiologique qui a lieu. Hein. Donc, ça peut être normal de ressentir des sensations de lourdeur, de sentir certaines choses, mais d'avoir vraiment mal. Par exemple, rester au lit toute la journée tellement on a mal ou avoir besoin de prendre un antidouleur parce qu'on a mal, ça, ce n'est pas normal. C'est pas normal. D'accord. Voilà. Il y a des cas de douleurs qui ne sont pas forcément dus à l'endométriose. C'est aussi pour ça que moi, je ne me suis pas questionnée plus que ça, parce qu'il y a des déséquilibres menstruels qui existent, qui ne sont pas forcément pathologiques. C'est des déséquilibres, mais ce n'est pas une endométriose, ce n'est pas des kystes, voilà, ce n'est pas des pathologies hormonodépendantes, c'est d'autres formes de déséquilibre. Donc ça existe aussi, mais c'est sûr que dès qu'il y a des douleurs plus ou moins importantes, il faut se questionner, il faut se demander ce qui se passe. C'est vraiment important. Et du coup, au niveau des symptômes, alors effectivement, on a les douleurs menstruelles, mais pas que, parce que souvent, en cas d'endométriose, on a des douleurs même tout au long du cycle. Donc, c'est de l'inconfort, en fait, dans la zone du petit bassin. Parfois, c'est même de l'inconfort à respirer confortablement. Parce que le fait de respirer, le fait de gonfler et d'amener les viscères aussi à avoir un peu plus de poids au niveau des organes génitaux, ça peut aussi gêner parce que forcément l'utérus généralement est un petit peu plus inflammé. On est dans un cas d'inflammation chronique lors de l'endométriose. Donc souvent au niveau des symptômes, en tout cas dans les profils qu'on va retrouver, au moment du diagnostic, il y a très souvent des modes de vie où le système nerveux est très sollicité. Il va y avoir un vrai déséquilibre au niveau du système nerveux et du coup hormonal parce qu'ils fonctionnent vraiment ensemble.
Et du coup, cette inflammation chronique dans le corps qui peut aussi résulter dans des problématiques digestives. On a souvent aussi des problématiques digestives qui sont en lien. Et donc voilà, on peut avoir aussi tout ce qui est douleur au moment des rapports sexuels. On peut avoir de l'inconfort au moment d'aller uriner ou au moment d'aller à la selle. Voilà, on a plusieurs symptômes comme ça qui peuvent manifester quelque chose Voilà, j'ai pas envie d'utiliser le mot inquiétant pour pas faire peur, mais c'est juste Non, que voilà, non, non, mais c'est juste pour poser, de dire, bah oui, Bah, mais c'est exactement ce que tu as dit. Si vous restez au lit, c'est pas normal. Voilà. Normalement, on n'a pas. Pour ma part, juste le simple fait de rire, j'adore rire, c'est une catastrophe. J'ai les ovaires qui tirent et oui, ça fait partie. Bon, bah super, bah, merci. Je voudrais juste rebondir aussi par rapport à ce que tu dis. Ta maman a l'endométriose, mais quand est-ce qu'elle a été décelée? Est-ce qu'elle a été décelée très tardivement ou pas? La génération d'avant, c'est que c'est ça, il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de. Non, ça a été. C'est ça. Non, ça a été catastrophique pour ma maman. En fait, ma mère a été diagnostiquée après qu'on l'ait mis sous ménopause artificielle. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas été mise sous ménopause artificielle parce qu'elle avait de l'endométriose. On l'y a mis parce qu'elle avait un déséquilibre hormonal très important qui l'a empêché de faire un enfant naturellement puisqu'elle m'a eu en processus de FIV. Et du coup, après ça, en fait, on l'a mis sous ménopause artificielle. Et elle a fait quelques examens, mais des années plus tard, alors qu'elle a souffert de douleurs. Pareil, ma maman, elle pouvait pas aller à l'école, en fait, quand elle avait ses règles. C'était pas possible. Elle était clouée au lit. Elle ratait parfois 5 jours d'affilée parce qu'elle pouvait pas sortir vraiment de son lit. Et elle a été du coup diagnostiquée hyper tardivement parce que vu qu'elle a fait un processus FIV, elle m'a eu à la trentaine. Alors je sais plus quel âge exactement elle avait, mais du coup elle a dû être diagnostiquée vers ses 34-35 ans facile. Donc c'était très tardif et finalement elle était déjà sous traitement, mais elle a toujours continué à avoir des inconforts et au moment où elle a eu sa ménopause naturelle et qu'elle a fait la bascule, elle a senti que les adhérences étaient présentes. Elle a senti qu'il se passait quelque chose et que même après la ménopause et après voilà, la fin, on va dire, du grand cycle de cyclicité, du moins menstruelle de la femme, il y avait quand même encore cette présence de résidus et cette sensation parfois d'inconfort au niveau utérin. D'accord. Okay. Juste pour répondre à la question Yul NX, donc c'est le docteur Schmitt à la clinique Mathilde à Rouen. Donc je remettrai, je te donnerai les coordonnées si tu veux en privé. Et puis voilà. Donc du coup, pour ton parcours holistique, explique-nous un petit peu plus. Qu'est-ce qui t'a amené vraiment à travailler de cette manière pour te soulager? Qui était une évidence dès le départ, finalement. C'est le fait que, en fait, les seules autres alternatives qu'on me proposait, c'était de reprendre la pilule. Et la pilule, je l'ai très très mal vécue, pour tout vous dire. Ça a été vraiment une catastrophe. Et donc, du coup, je savais que ça ne me correspondait pas et j'avais pas envie aussi de reprendre des hormones. C'était pas mon souhait. Donc voilà, à ce moment-là, je me suis un petit peu posée et je me suis dit quelles sont les options à ta disposition et j'avais les outils en fait pour entrer dans ce processus. Donc j'y suis allée en confiance, ce qui n'est pas le cas de tout le monde parce qu'on peut aussi beaucoup se questionner sur les alternatives qui existent. Donc pour moi aujourd'hui, c'est important de dire que les alternatives, elles sont là et que en plus de ça, c'est quand même mine de rien important de le notifier. C'est vrai que des parcours de rémission de l'endométriose, on les entend quand même plus fréquemment dans les parcours de guérison holistique que dans les parcours de guérison allopathique. Ah, ouais. C'est quand même quelque chose qui est important à dire. Oui. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et donc voilà, le parcours allopathique, je tiens vraiment à le préciser, c'est très important pour tout ce qui est examen, diagnostic, les QRM, de contrôle, ces choses-là, et surtout aussi d'être suivi par un ou une gynécologue ou même sage-femme de confiance qui est formée encore une fois, à gérer le profil de l'endométriose. Mais voilà, il y a plein d'autres choses qui existent à côté. Et puis surtout, le parcours holistique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler à la racine de la maladie. Là où le fait de prendre la pilule, malheureusement, ça va masquer les symptômes et ça ne va pas du tout travailler à la base de la problématique qui est encore une fois cette inflammation chronique du corps. Et en fait, là aujourd'hui, ça a été prouvé que l'inflammation en fait joue le rôle clé dans l'installation de la maladie. C'est-à-dire que si on réduit l'inflammation qui est chronique et qu'on est dans une inflammation qui est salvatrice pour le corps, donc c'est-à-dire justement juste on a une montée en température qui permet
de mettre en place tout le processus de cicatrisation, on va justement réduire en fait les adhérences et tous les hématomes qui peuvent s'installer au niveau organique. Et on va du coup rentrer dans ce processus de rémission, puisque c'est possible de guérir de cette maladie, bien évidemment en gardant une hygiène de vie qui va favoriser voilà, un procédé de bien-être quoi, intérieur. Ouais. Mais en tout cas, c'est possible, c'est totalement possible. Et donc voilà, en réduisant cette inflammation, on agit vraiment au cœur en fait, de la maladie. Là où voilà, malheureusement, aujourd'hui, les autres options que nous propose la médecine occidentale ne parviennent pas à accéder. Quoi. Oui, parce que c'est une seule dimension, voilà, c'est répété, alors que l'holistique, c'est on prend toutes les dimensions alimentaires, émotionnelles, enfin, c'est complètement différent en fait, la manière d'aborder la chose. C'est ça, c'est exactement ça. C'est prendre conscience qu'on a les ressources en soi pour se responsabiliser et avancer sur son propre parcours de guérison. Et je pense que c'est essentiel. Moi, c'est une phase que j'ai vraiment dû traverser parce qu'il y a eu la phase donc, il n'y a pas eu la phase de, pas tellement de déni chez moi, mais plus la phase d'injustice. C'est vraiment ce sentiment Oui. de pourquoi est-ce que ça m'arrive. En plus, l'ironie totale. Je travaille avec des femmes autour de la santé féminine et genre ça m'arrive. Enfin, c'était vraiment l'ironie totale. Et donc, j'ai eu plus cette période d'acceptation, en fait, où c'était difficile d'accepter que cette épée de Damoclès aussi un petit peu qui était au-dessus de ma tête de par la maladie de ma maman me soit transmise aussi. Donc j'ai à guérir aussi ce schéma transgénérationnel avec ma mère de transmission. Donc au début, c'était cette phase-là que j'ai traversée. Et puis après, il y a vraiment eu ce côté de maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire à partir de là quoi. Ce que je vous disais au début, c'est je me pose avec moi-même et je me dis maintenant où est-ce que je vais, où est-ce que j'ai envie d'aller et comment aussi est-ce que j'intègre le fait que ce processus, ça va pas être un processus linéaire, surtout lors d'une guérison holistique ou du moins d'un parcours holistique. Moi, j'aime beaucoup voir les parcours de guérison comme des parcours en spirale. Et donc, ce côté de, en fait, on va arriver à certains paliers et parfois on va passer à une nouvelle étape. On va transcender un schéma et parfois on va stagner aussi. On va se rendre compte qu'on revient un petit peu en arrière. Et c'est toujours ce côté de, en fait, voilà, on est dans une sorte d'avancée constante, mais parfois aussi on a l'impression d'être un petit peu toujours au même endroit et de se dire, bon, comment est-ce que je passe à l'étape d'après? Oui, c'est clair, moi c'est ce que je dis. Parce que la spirale, à un moment, tu vois, t'es comme ça et tu fais ah, mais attends, je suis au même point. Mais non, en fait, t'as passé une boucle. Mais c'est exactement ce que je dis, moi. Ouais. Complètement. Toujours. Ouais, super. C'est important, mine de rien, pareil, de le conscientiser. Parce que sinon, on se culpabilise aussi, puis on s'inquiète. Parce que, mine de rien, on est aussi parfois un petit peu livré à soi-même. Donc, le fait de se faire confiance dans son parcours et de s'écouter vraiment. Parce que si on a une expérience de violence, même psychique ou physique, par rapport au corps médical, ça peut être difficile aussi de se faire confiance quand on nous a complètement invisibilisés ou quand on nous a dit que c'était dans notre tête. Enfin voilà, ce genre de. Exactement. Quand on n'a pas cru notre parole. Oui. C'est vrai que la parole des femmes, c'est. Et réhabiliter cette souveraineté en fait dans son propre parcours de guérison. Ouais, c'est un vrai chemin intérieur. Enfin, et le mot vraiment, moi, qui résonne, c'est s'autonomiser, enfin, prendre en charge sa maladie. Effectivement, le corps, il a trouvé le chemin de la maladie, il trouvera le chemin de la guérison et on accompagne comme ça. Mais c'est vrai que ça peut être extrêmement déstabilisant. On peut se sentir. Alors, le corps médical, bon, c'est des fois assez trivial. Hein, c'est voilà, on pose le diagnostic et puis vous vous débrouillez avec, quoi. Hein, alors, il y a ça qui existe, ça, mais bon. Et je trouve ça très beau de dire j'accompagne les femmes, de dire vous n'êtes pas toute seule, c'est-à-dire que ça peut se faire, etc. Parce que oui, effectivement, c'est très complexe. Il y a différents pans alimentaires, les nourritures anti-inflammatoires, etc. Tu peux nous en parler, mais c'est de dire les accompagnements pour les femmes, ça existe. Voilà. Ouais, exact. Ouais. Bah, effectivement, pour revenir un petit peu sur les outils du coup holistiques dans un parcours de guérison de ce type. Donc effectivement, au niveau de la vie digestive, on va avoir tout ce qui est alimentation anti-inflammatoire. Quand je parle d'hygiène de vie, il y a aussi tout le côté de, moi par exemple, je sais que j'ai banni complètement l'alcool en fait, tout ce qui crée une inflammation. Après, bien évidemment, je dis de temps à autre, c'est vraiment très très rare. Mais déjà, ça faisait quelques années que je buvais pratiquement plus d'alcool.
Là, bon, ok, je vais prendre un verre de vin pour les fêtes ou vraiment pour une occasion particulière, mais sinon, je l'ai complètement banni de mon mode voilà, de vie, quoi, complètement. Et ça ne m'empêche absolument pas de Non, ouais. m'éclater et de danser sur les tables si j'en ai envie, hein, avec mes amis. Est-ce Mais que c'est avec alcool? c'est ça, exactement. Et du coup, ouais, il y a aussi tout ce qui va être le soutien du foie dans ses fonctions, Ah puisque, ouais. comme on disait tout à l'heure, quand il y a ce déséquilibre, donc système nerveux, système hormonal, puisque très souvent, en cas d'endométriose, on observe en fait ce ratio en œstrogène qui est trop important par rapport à la progestérone et qui va annihiler en fait un petit peu l'action de la progestérone dans le corps. Et donc l'œstrogène, elle justement, elle favorise la continuité de cette inflammation. Donc, en travaillant aussi sur le soutien du foie et de toutes ses fonctions, bah, notamment dépuratives, donc toute cette élimination de toutes les hormones excédentaires et de tous les surplus en fait qu'on a dans le corps, ça va à la fois aider la sphère digestive, parce que ça travaille ensemble, et à la fois aider la sphère gynécologique à remplir aussi toutes les fonctions de réchauffement de l'utérus au moment des menstruations, voilà, ramener de la chaleur dans le corps et équilibrer un petit peu tous ces échanges. Au niveau aussi de l'équilibrage œstrogène-progestérone, on a aussi tous les perturbateurs endocriniens. C'est quand même un pan qui est hyper important quand on observe l'endométriose et même d'ailleurs, honnêtement, De base. pour la santé, voilà, de base. Bah, thyroïde, enfin oui, oui, non, mais Ouais, c'est vrai c'est ça, que... exactement. Et Ouais. c'est vrai qu'en fait, il y a de plus en plus de cas d'endométriose aussi parce que les perturbateurs endocriniens sont de plus en plus présents. Et donc, tous les déséquilibres hormonaux dépendants, là, on est vraiment dans une époque où on est quand même à fond là-dedans. Et c'est pour ça que on en parlait au téléphone hier. On se disait une femme sur 10, en fait, aujourd'hui, il a vraiment clairement besoin d'être revu à la hausse. Et ça, on peut l'observer très facilement. En fait, dès qu'on est accompagnant et qu'on est dans la santé de la femme, il n'y a pas. Enfin, en fait, je pourrais être tout à fait honnête, je pense que 98% des personnes qui viennent me consulter ont des cas d'endométriose ou connaissent des personnes qui en ont. Enfin, c'est extrêmement répandu en fait. Et donc, entre tous les diagnostics qui n'ont pas été posés ou toutes les maladies qui sont restées du coup officieuses, parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas aussi forcément se faire diagnostiquer ou qui ont été mal diagnostiqués, bah, ouais, on peut clairement augmenter le 1 sur 10 à bien plus que ce que ce n'est observé aujourd'hui. Donc voilà, et donc pour gérer un petit peu tout ça, va y avoir tous ces gestes aussi pour réduire les perturbateurs endocriniens au quotidien, que ce soit la manière dont on se nourrit, dont on met même ces produits de soins pour la peau, ce genre de choses-là, l'eau qu'on va boire. Voilà, plein de gestes en fait, éviter certains plastiques, voilà, faire attention à ses contenants quand on mange, ce genre de choses-là qu'on va essayer d'aborder aussi dans un suivi holistique. Ensuite, on va essayer d'œuvrer sur toutes les stagnations d'énergie dans le petit bassin. Parce que justement, comme c'est une zone qui peut être très douloureuse, on a tendance à beaucoup cristalliser en fait. Et donc, c'est ramener de la mobilité. Donc, en fonction aussi de l'avancée de la douleur chez la personne, on va ramener de la mobilité très en douceur. On va vraiment réhabiliter un petit peu cette mobilité dans le corps pour ne plus associer en fait l'espace à la souffrance, mais ramener justement une connexion et vraiment juste ramener de la sensibilité et une conscience corporelle qui soit plus douce et bienveillante aussi envers soi, déjà en premier lieu. Ouais, mais c'est beau, mais c'est ça, ouais, c'est vrai. Hein. Un corps malade, c'est... Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment se réapproprier son corps, en fait, se réapproprier son histoire aussi, quelque part à travers ça. Et du coup, quand on fait le lien à l'histoire, il va y avoir toutes les symboliques émotionnelles et les symboliques aussi transgénérationnelles. Donc là, c'est effectivement tout ce qui se transcrit en fait dans notre lignée, qui n'est pas forcément d'ailleurs un cas d'endométriose qui se passe de génération en génération, mais ça peut être des violences, ça peut être des tabous, ça peut être des hontes qui ont été vécues et qui aujourd'hui se matérialisent comme ça dans notre matière à notre incarnation. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, et on sait que le féminin a été blessé, donc... C'est ça. non, mais c'est, faut le dire, on sait combien la femme n'a pas été entendue, a été invalidée, a été discréditée. Enfin, donc, effectivement, oui, on a des lignées familiales avec des féminins où c'est très rare de dire ah là là, c'était une femme, elle était épanouie. Hein, bon, voilà, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, oui, c'est vrai que c'était. Je comprends, ça peut être lourd et ça peut être
Aujourd'hui, l'épigénétique nous le dit, qu'il y a des traumatismes qui sont, c'est-à-dire les traumatismes acquis à la naissance, à travers les gènes, qui passent. Et donc, effectivement, on le reçoit dès la naissance, quoi. Exact, ouais. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est, enfin, en tout cas, moi, que je trouve mais passionnant, parce que notamment, je suis aussi en formation de médecine chinoise et psychobiologie. Et en fait, en psychobiologie, on observe justement la manière dont notre biologie, en fait, ne peut pas mentir. C'est-à-dire que ce que fait notre biologie nous Oui. indique exactement, en fait, la manière dont ça a pu s'inscrire quand on regarde un petit peu au-dessus. Et c'est juste, enfin, moi, ça me transcende ce genre Ça a d'études. l'air fascinant, oui. Ouais, le corps Ça a l'air fascinant, vraiment, Ouais, super. comme médecine. Le corps Ah a ouais. son langage. Mais je trouve ça très beau parce que même la manière dont tu as présenté l'endométriose, tu vois, même ton travail, en fait, la médecine chinoise, c'est un petit peu ça, c'est en prévention, c'est toujours, on fait très attention au terrain, etc. Enfin, et je trouve ça tellement chouette, en fait, parce que nous, on est dans une médecine purement curative et pas du tout préventive. Hein. Et on le voit là dans des crises sanitaires où nous apprendre à dire augmentez votre immunité, faites attention, etc. Enfin, c'est un discours qui est pas du tout amené dans notre société actuellement. Hein. Et je crois que la médecine chinoise, on prend les choses en amont, quoi, beaucoup. C'est ça, complètement. C'est exactement ça. Moi, je pense que c'est ce qui me nourrit le plus, honnêtement, dans les pratiques holistiques. C'est tout ce côté de la prévention et de la conscience, en fait, qu'il y a une différence entre santé et vitalité. Et qu'en Occident, on a vraiment cette croyance très inscrite de dire la bonne santé, c'est l'absence de symptômes. Mais finalement, Ouais. la bonne santé, c'est la pleine vitalité, en fait. C'est pas l'absence de symptômes. Et Ouais. c'est très différent. C'est parce qu'effectivement, si on a un mode de vie hyper stressant, enfin que au final qu'on se nourrit pas forcément très très bien, en tout cas que notre alimentation ne nous correspond pas et que du coup on a des maux de ventre fréquents, etc., mais qu'on n'a pas de pathologie diagnostiquée, on va se dire oui, bon ça va, je suis en bonne santé, je vis avec. Sauf qu'au final, c'est ce genre de choses aussi qui peuvent s'accumuler dans le corps et créer des déséquilibres plus profonds et dans le temps justement installer des maladies. Et donc c'est passionnant de voir effectivement tout le processus en amont et le fait que finalement, c'est des choses qui mettent du temps à s'installer à l'échelle du corps. Et donc, c'est aussi des choses qui mettent du temps à se désinstaller. Et c'est normal. C'est toute une circulation à retrouver et c'est un rééquilibrage hormonal. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas au bout de 3 semaines qu'on se dit ça y est, tout va mieux. J'ai retrouvé une situation hyper bien réglée, tout ça. Enfin, puis c'est pas le but non plus, mais voilà, c'est aussi important de se dire que ça prend aussi le temps que ça doit prendre et de garder de la tolérance aussi envers son propre parcours par rapport à ça. Justement, par rapport à toi, combien de temps est-ce que tu es encore dans ce côté guérison ou est-ce que tu as déjà passé un cap ça t'a pris à peu près combien de temps pour ton cas à toi? Parce que chaque cas est différent de toute façon. Exactement, oui. Et puis en plus, chaque endométriose est différente pour le coup. Ouais, c'est vrai que c'est un sacré sujet. On ne peut pas comparer, mais pour avoir un exemple au moins de toi, qu'est-ce que... Bien sûr. Alors moi, en fait, au niveau des douleurs du coup menstruelles, parce que ça a commencé par être ça le gros changement, j'ai commencé à ne plus avoir de douleurs menstruelles à peu près au bout de 4-5 mois de parcours holistique, où vraiment, effectivement, de menstruation. Après le diagnostic, ça a été extrêmement douloureux pendant 2 mois. Et après, voilà, c'était encore très désagréable, souvent le premier, le deuxième jour. Et au bout du 4e, 5e mois, je dansais dans mon corps. Je me sentais vraiment libre en fait dans mon corps. Et j'ai retrouvé justement ce plaisir dans mon corps. D'habiter mon corps. Toi. Ça paraît peu. Donc, oui, j'ai fait 4 ans. Oui, non, moi je m'attendais à plus du coup. Ouais, c'est clair, parce que 4 ans de souffrance, enfin, guillemets, voilà. Et tu dis, en 4 mois, c'est quand tu mets des choses en place, quoi. Et ça t'a pas apparu. Bon, après, effectivement, tu travaillais déjà dans ce milieu-là, mais ça t'a pas paru non plus démesuré comme. Non, ça m'a pas paru démesuré. Après, c'est vrai que je me suis vraiment plongée dans le processus. Ça a été. Oui. C'est bizarre hein, ce que je veux dire, mais c'était presque fun de se lancer dans le processus. Il y avait presque un côté amusant en fait de chercher et d'explorer et de dire un objectif, ça me correspond. Ouais, exactement. Et de dire ça me va pas, ok, c'est pas grave, je passe à autre chose. Et parfois, forcément, c'était un peu dur de se le prendre, mais on se disait ok, c'est pas grave, j'essaie de voir autre chose.
Donc bien sûr, hein, il y a pas, c'est pas tout rose. Oui, c'est pas tous les jours tout rose. Non. Voilà, c'est ça. Mais c'est à travers en fait la complexité du parcours. C'est vrai que très rapidement, j'ai pu voir les effets sur moi. Mais après, comme tu l'as dit, Marie-Michel, il y a aussi ce côté de j'étais déjà aussi dans ce processus de base qui fait que j'avais déjà cette conscience un peu poussée de mon corps. Et je pense que ça m'a aidée, mine de Oui, rien. parce que c'est vraiment, je pense que c'est, je ne sais pas si déjà on ne nous a pas appris ça à l'école, à dire écoute ton corps, etc., etc. Donc ça peut être très difficile pour certaines femmes de dire, moi je ne sais même pas ce qui est bon pour moi. Tu vois, donc de dire, attendez, on va essayer ça. Toi tu dis, oui, moi j'ai essayé ça, je savais ce qui était bon, mais et pour certaines, les sensations corporelles, c'est très dur. Donc effectivement, ça prendra peut-être plus de temps Exact. de Bah, se en fait, connecter. c'est ça. En fait, déjà, la reconnaissance de ton corps Ouais. peut prendre facile 1 an si c'est quelque chose qui est totalement inédit pour toi, déjà de base. Mais c'est tellement un beau parcours. Enfin, moi, je trouve que c'est tellement apprendre à se connaître. Alors, je pense pas qu'il faille passer par la maladie, tu vois. Et on n'est pas obligé de passer par la maladie pour. Mais dans ces cas-là, comme ça, tu dis, ouais, c'était fun, voilà. Et, toc, c'est mon catalyseur, j'y vais et je vais te transmettre, quoi. Donc, C'est ça, exactement ça. Le mot, je crois que c'est très bien choisi. Le catalyseur, c'est un peu ça. C'est le côté. Là, je sais que voilà, c'est la chose dont j'ai envie de m'occuper parce que clairement, mon corps m'a tiré un signal d'alarme et il m'a dit là, il faut que tu te poses 2 secondes en fait. Par contre, tu as dit quelque chose d'intéressant, notamment qu'après le diagnostic, pendant 2 mois, tu as eu plus de douleurs. Est-ce que le fait d'avoir diagnostiqué, ça a justement amplifié ce que tu voulais annihiler quelque temps? Je pense qu'il y a eu ça qui a joué et après, bah, vu que j'avais eu la rupture de kyste ovarien, je pense que en fait, le combo déjà de physiologique de la cicatrisation vraiment de ce qui venait aussi de m'arriver, parce que vraiment après la rupture du kyste, en fait, je boitais encore, je marchais pas bien, vraiment c'est fou, hein. très difficilement pendant une quinzaine de jours encore après la rupture du kyste ovarien. Donc c'était quand même assez long à ce niveau-là de convalescence, rien que de cette étape de la guérison, de ce début de processus. Et du coup, effectivement, je pense qu'il y a eu tout un procédé aussi forcément de se mettre face à la réalité qui était que la maladie est présente, qu'elle existe dans mon corps et qu'aujourd'hui on a posé un mot dessus. Donc, bah, c'est vrai que souvent, quand on commence à remettre de la conscience dans son corps, souvent on remarque un petit peu tout ce qui cloche. Et on se dit, oh, mais je me rendais pas compte qu'il y avait autant de choses en fait qui allaient pas. Mais quelque part, ça fait partie du chemin aussi. C'est le côté, effectivement, si tu n'amènes pas cette conscience, bah, tu t'en rends pas forcément compte. Et donc, bah, tu peux parfois un petit peu l'étouffer et pas forcément voilà, le conscientiser pleinement. Et le fait de ramener de la conscience, effectivement, ça met plein de choses en lumière, des choses qui vont pas forcément nous plaire. Mais se mettre face à cet inconfort, je crois que c'est aussi c'est essentiel, je crois, pour avancer. Finalement, sortir de sa zone de confort pour avancer aussi. Ouais, tout à fait. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et c'était juste pour moi de passer par ces étapes, même de rejet total de la situation. Et comme je vous disais, d'injustice et de dire genre non, pourquoi ça m'arrive à moi, je refuse. Et de finir par dire, bah, en fait, il faut accepter en fait, que ton corps est ce qu'il est et qu'il a construit ce qu'il a construit pour une raison et pour plusieurs raisons certainement qu'on te demande d'explorer. Donc, c'est un peu cette plongée dans la courbe d'acceptation, ça fait vraiment ça, le côté colère, déni, pour accepter par la suite. Ouais, non, c'est exactement ça. Ouais, et puis on est tellement dans une société d'immédiateté, tu vois, on croit à la pilule magique, vas-y, je te donne un médicament, mais pourquoi ça marche pas, ça marche pas. Enfin, tu vois, non, effectivement, il faut 9 mois pour faire un enfant, et bah oui, et voilà, comme tu dis, plus ça a mis du temps dans notre corps, plus le corps mettra du temps aussi pour guérir. Donc, oui, c'est aussi accepter de dire, ok, je vais passer un petit moment, mais c'est tellement beau comme chemin, donc, et ça ouvre tellement sur d'autres pans. Donc c'est très très beau. Et toi, tes accompagnements, par exemple, si une femme est intéressée, je sais que on ne peut pas donner en gros combien de temps ça dure. Est-ce qu'il y a des phases d'un individuel, en groupe? Comment tu procèdes toi pour les accompagner, ces femmes? Ouais, alors là, je suis en train de changer un petit peu mes formules. Donc, je vais vous faire part un petit peu des changements. Super, avec
Du coup, en fait, moi, j'avais du coup des créneaux principalement individuels au niveau de l'accompagnement en santé féminine. Et donc là, j'ai créé en fait un programme en octobre dernier. Donc, je suis un groupe de 10 personnes et elles ont un suivi à la fois individuel et à la fois collectif. Mm. Donc, du coup, ça permet effectivement d'être suivi personnellement dans les problématiques de chacune, mais aussi d'avoir un petit peu cette notion de groupe pour pouvoir se déposer avec les autres participants ou participantes Oui. et pouvoir voilà, simplement partager les moments où c'est facile, les moments où ça l'est moins, et le faire en toute confiance et en sécurité dans un cadre qui est Oui. vraiment qui est enveloppant aussi pour les personnes qui y participent. Et moi, c'était mon but, c'était vraiment de relier justement un peu cet esprit de sororité au fait de, voilà, de se lancer dans un engagement personnel et d'en Oui. faire quelque chose qui va ensemble au final. Donc, Mhm. voilà, donc j'ai lancé ce programme là en octobre. On est encore dedans et c'est un programme qui dure 9 mois. Donc c'est assez long, c'est une gestation aussi. Ouais, c'est bien, ça prend la couche de soi. C'est bien. C'est ça, exactement. C'est un peu l'idée du programme, Ouais. avec toute l'humilité, hein, bien évidemment, dont je peux faire preuve en tant qu'accompagnante, mais c'est un petit peu l'idée symbolique, en tout cas, du programme. Ouais, c'est beau. Et du coup, ouais, je vais le relancer en octobre prochain. Je vais certainement ajuster forcément, parce que d'une année à l'autre, on apprend aussi de chaque chose qu'on lance. Et du coup, là, je vais lancer des programmes en ligne. Parce que donc à présent, je recevais en fait à mon cabinet dans le 9e. Et du coup, là, en fait, j'ai envie de lancer ce format en ligne pour proposer des formats un petit peu plus immersifs. Ensuite, en présentiel, parce que j'ai vraiment envie de tendre en fait vers du présentiel qui soit plus sous forme de stage ou sous forme de retraite, où les Mm. gens voilà, viennent pendant plusieurs jours et sont vraiment en immersion totale dans cette écologie intime Mm. et qu'elles puissent plonger en fait dans ce processus à la fois intime et à la fois dans le partage avec moi. Mais voilà, de laisser un espace en fait pour ça. Et c'est vrai que j'ai fait des rencontres extraordinaires en recevant des personnes, ne serait-ce que 2 heures comme ça en séance, et il y a des partages magnifiques. Mm. Mais je ressens ce besoin d'aller plus loin en fait. J'ai envie d'aller plus loin dans le processus. Donc voilà, en tout cas, j'ai tendu vers ce côté de dire programme en ligne pour Oui. l'entièreté en fait de l'apprentissage pour que les personnes puissent avancer aussi à leur propre rythme. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que au lieu de redire à chaque fois, effectivement, puis c'est une manière aussi d'autonomiser la personne. Ouais, Oui, oui, elle peut mettre tout de suite des outils en place. ouais, Et exactement. après, quand c'est du profond, en présentiel, ouais, ça c'est sympa de mixer. Et puis, Bah, c'est C'est une ça. belle démarche déjà. C'est Mm. c'est chouette d'avoir des femmes qui mettent ça en place. Enfin, moi, je trouve ça manque avant. Mais un peu plus. C'est sûr. Ouais. Non, c'est vraiment chouette. Ok. Et donc, le programme sur 9 mois, des retraites, comme tu dis, est-ce qu'il y a autre Ouais. chose que tu proposes? Là, pour l'instant, je me concentre sur ça parce qu'il y a pas mal de projets en fait en co-création qui arrivent. Donc, Ok. sur différents sujets aussi. Là, je ne l'ai pas trop abordé quand je me suis présentée, mais en fait, moi, je viens du milieu artistique à la base. Oui, moi je savais que tu étais interprète. Ouais. J'ai fait de C'est la ça, scène très en fait bien. pendant 10 ans. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nourrit, mine de rien, pas mal mes pratiques au niveau de ma connaissance de l'appareil respiratoire, de toute la reliance entre le bassin et de la mâchoire. Ouais. Oui, c'est ça, entre le bassin et la mâchoire. Et donc, voilà. Et en fait, tous ces pôles qui me permettent aussi, moi, de déployer mon travail et d'ajouter un petit peu ma patte dans les accompagnements que je propose. Et du coup, il y a pas mal de projets aussi qui vont mixer un petit peu les deux, comme ça, le fait de mixer à la Mm. fois la corporelle et la vibration du son dans le corps, ce genre de choses-là. Donc voilà, on est en train de tisser quelques projets avec Ah, différents. super. Ouais, mais si c'est pas qu'une seule pratique, t'as plusieurs. Oui, tu Ouais, couples plusieurs. On n'en a pas trop parlé, mais effectivement, tu te proposes. c'est ça. En fait, c'est vrai que moi, ce qui me semble aujourd'hui essentiel dans les parcours holistiques, puisqu'on parle de plein de sphères comme ça qu'on va réunir, puisque au final, tout va ensemble dans une seule et même unité. Mais c'est vrai qu'on va observer différentes choses pour aller dans cet ensemble. Et du coup, moi, j'aime beaucoup aussi parler de toutes les pratiques complémentaires. Et notamment, moi, dans mes pratiques, donc effectivement, il va y avoir tout mon bagage, on va dire, en tant que chanteuse, en tant que comédienne et en tant que danseuse, forcément, qui va entrer dans mes accompagnements. Il va aussi y avoir mes formations en yoga. J'ai fait des formations d'yin Oui. yoga et de yoga vinyasa. Donc, c'est 2 types de yoga pour le coup qui sont très compatibles, par exemple, avec l'endométriose.
Parce que Oui. le yoga, on est dans quelque chose Bassin. de très introspectif, de très restauratif. Donc, ça permet au corps justement, encore une fois, de remobiliser un petit peu les articulations en douceur. Et le vinyasa, c'est un yoga plus dynamique, mais c'est des flots très créatifs. Donc, ça permet vraiment de se respecter en fait dans la pratique et de ne pas aller plus loin que ce qu'on est capable à ce moment-là voilà, de faire. Et donc, pour moi, c'est un yoga qui va très très bien dans un parcours de guérison holistique de l'endométriose en l'occurrence. Et pour toutes les pratiques complémentaires, moi, je sais que sur mon parcours de guérison, en dehors des outils que moi, je me propose, entre guillemets, toute seule, Oui, oui, oui. tous les On pratiques. teste, oui, bon, on teste tout sur soi d'abord. C'est ça, exactement. Mais il y a aussi du coup tous les praticiens que je vois à côté. Et c'est vrai que entre l'acupuncture, l'ostéopathie intégrale, mais aussi intrapelvienne, l'irrigation colonique, ce genre d'outils-là, tout ce qui va être circulation énergétique, les soins, les massages pour relancer la circulation lymphatique dans le corps. Donc, bien évidemment, on peut ne pas avoir aussi les moyens d'aller voir plein de praticiens différents et c'est important aussi de ne pas en faire quelque chose d'obligatoire parce que ça ne l'est pas. C'est bien sûr, ça apporte beaucoup de bienfaits, mais voilà, ça coûte un certain prix aussi. Donc voilà, il faut jauger aussi ce qui est essentiel pour soi. Mais en tout cas, moi j'ai testé un petit peu plein de choses comme ça pour savoir ce qui me correspondait vraiment. Et c'est vrai qu'au final, il y a plein de pratiques complémentaires. La chiro aussi, c'est super parce que pour l'équilibre structurel osseux de la colonne, c'est vraiment génial. Donc voilà, il y a plein d'autres outils et d'autres disciplines qui nous permettent aussi de rentrer dans un parcours qui soit complet et d'œuvrer voilà, sur plein de points que nous, on ne maîtrise pas aussi forcément aussi bien que le ferait un praticien. Oui, tout à fait, mais toi, tu peux aiguiller, enfin, lors d'un accompagnement, tu peux déjà proposer tes pratiques et puis après aiguiller. Et aiguiller, voilà, en fonction des besoins de la personne, donner des bonnes adresses voilà, de praticiens qui soient bienveillants et de personnes qui soient aptes à prendre en charge telle ou telle problématique. Ok. Et donc, oui, quelque chose d'essentiel, les accompagnements peuvent être à distance. Tout à fait, présentiel et en ligne, ouais. Il y a le choix. Bon, super. Bah écoute, on est très contents. Ouais. C'est vrai que c'est un gros sujet, l'endométriose. Il y a toute forme mais là, on a eu un très très beau parcours de femmes. Oui. Donc on est très contente. Merci, vraiment. Tu en parles très bien. Tu expliques vraiment bien le sujet. Et ça, c'est important parce que c'est difficile de mettre les mots parfois dessus. Tout le monde n'est pas apte aussi à parler de ses problèmes de santé comme ça devant tout le monde. Donc oui, merci de t'être ouverte à ce point. Bon, si de nous avoir permis de rentrer dans ton intimité. Ouais, non, c'est très beau. Merci à vous de donner la parole aussi sur ce sujet-là. Ouais, Ça avec grand plaisir. On le disait, c'est vrai, on va dire que c'est de plus en plus fréquent, on en parle de plus en plus, mais je crois qu'il y a encore grand besoin de délier la parole à ce niveau-là et effectivement d'avoir des parcours aussi qui redonnent espoir. Moi, ça m'a beaucoup aidé de lire aussi des parcours qui me faisaient profondément croire en la possibilité d'une guérison. Ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vont dire que c'est une maladie entre guillemets incurable. Mais on guérit du cancer, hein, donc on guérit aussi de l'endométriose. Il n'y a pas de raison. Hein, donc, Puis on peut vivre avec surtout. C'est pas impossible à partir du moment où on met les choses en place aussi pour l'accepter et la tolérer. Oui, mais toi, tu poses de la conscience, tu poses de la joie, tu poses un vrai chemin intérieur. Donc ça, c'est vraiment... oui, c'est porteur d'espérance pour toutes celles qui se découvrent cette maladie. Donc... Et comme on disait, l'attachement à la souffrance, voilà. On redonne la parole aux femmes et on a tu vois, cette démarche de dire on arrête l'attachement à la souffrance. Tu vois, trop longtemps, on ne nous a pas cru en disant j'ai mal, mais c'est comme ça, t'es une femme, etc. Et donc effectivement, là, il faut le dire, il faut en parler et de manière peut-être nouvelle. Ouais. Oui, exactement. Ouais, super. Bah, un grand merci. Merci beaucoup. C'était vraiment top. Merci. Merci. À bientôt, Mélanie. Allez, au revoir. Bonne soirée. Merci de nous avoir Bonne soirée. Ouais, au revoir. Au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis et puis on se dit à bientôt pour un futur live. Allez, bisous. À bientôt.